Les previews du top 14, 14 clubs en 14 jours. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Deuxième épisode, on va parler d'un club qui a fait un peu grise mine ces derniers temps. C'est le Rugby Club Toulonnais et avec moi pour analyser notre correspondant sur place, on retrouve Pierrick Ilic Rufinatis. Salut Pierrick. Salut Baptiste, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Bon, comme on le disait, depuis quelques années, le RCT va moins bien. C'est plus le grand RCT du milieu des années 2010. Quel bilan fais-tu de cette saison qui s'est quand même mal finie l'an passé? Bah déjà, je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Toulon a connu des années vraiment fastes au milieu des années 2010, avec évidemment Mourad Boudjelal comme président, avec une politique de la star absolue, avec des Wilkinson, des Botta, voilà. Et il y a eu une passation de pouvoir avec Bernard Lemaitre, qui a fait de Patrice Colado son entraîneur. Et les deux, main dans la main, ont décidé de rentrer dans une nouvelle politique. C'est une nouvelle ère dans laquelle est rentré le RCT. Et c'est vrai qu'il y a eu 3 ans sans phase finale. Alors, 3 ans, c'est toujours un chiffre qui est un peu particulier parce qu'il y a quand même une année au milieu qui a été arrêtée prématurément où Toulon était quatrième du championnat. Bon, et finalement, l'année dernière, ça a été plus compliqué que prévu. Alors, je pense qu'il faut quand même remettre pareil. C'est toujours un peu complexe à la fin de la saison quand tu connais l'issue du championnat. Mais Ouais. Toulon a quand même été dans les 6 premières places pendant 20 journées. Ils ont fait un gros début de saison. Il y a eu une finale de Challenge Cup qu'ils ont perdu face à une belle équipe de Bristol, mais malgré tout, ils ont fait un gros parcours européen. Et finalement, après, ça s'est un peu délité en fin de saison, mais Toulon était une équipe qui a réussi à prendre 5 points sur le Stade Toulousain à domicile à Mayol. C'est une équipe qui a battu 2 fois le Racing. Donc, c'est une équipe qui avait quand même des qualités, qui avait de la qualité, qui a réussi à faire de belles choses. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, ça s'est un peu délité avec pas mal d'absences, avec des grosses carences à l'ouverture, notamment au mois de février, des grosses carences en deuxième ligne en fin de saison. Et finalement, au bout du compte, Toulon est sorti du top 6. Mais ce n'est pas une saison où tout n'est pas acheté dans cette saison. Évidemment que le bilan n'est pas satisfaisant, mais tout n'est pas acheté, je pense, dans cette saison du RCT. Ouais, comme tu dis, c'est surtout la fin de saison qui a été compliquée côté RCT. Et tu as rencontré cette semaine Florian Frezia et voici ce qu'il en pense. Ouais, c'est vrai que la saison s'est très mal terminée pour nous, il ne faut pas se le cacher. On n'est pas rentré dans les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Voilà, tout le monde a fini un peu déçu, triste, enfin quelque chose d'inachevé. Donc voilà, cette nouvelle saison, on a tiré les conclusions un peu et pour repartir du bon pied et d'être le plus compétitif possible. On rappelle que le RCT l'an passé a fini huitième du top 14, huitième sur les 10 gros, on va dire, parmi lesquels ils représentent. Forcément, c'est pas une bonne performance. Même si ça a été une saison compliquée pour tout le monde, ça a été aussi en particulier pour le Toulonnais, notamment avec des cas de Covid et une élimination en Coupe d'Europe face au Leinster sans pouvoir jouer au final. Bah, ce qui est particulier, c'est que Toulon a été l'un des clubs qui a réussi à passer entre les gouttes de la Covid tout au long de la saison. Il n'y a vraiment Ouais. pas eu de cas, il n'y a pas eu de cas majeur, en tout cas jusqu'à on va dire, janvier. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs épisodes Covid et finalement, il y a eu une grosse vague de Covid au moment de la Coupe d'Europe, au moment des huitièmes de finale ou des quarts de finale, pardon, mais des phases finales où ils devaient rencontrer justement le Leinster. Mais il faut aussi se rappeler, je ne sais pas si tu te souviens, mais en décembre, tout le monde va aller jouer contre les Scarlets. Je ne sais pas si tu te souviens Oui. dans leur match de poule. Oui, oui, Les Scarlets avaient eu des cas de Covid. Les Toulonnais s'en étaient rendu compte une fois arrivés sur place et avaient dit mais non, on ne veut pas jouer. On a réussi à passer entre les gouttes. C'est oui. hors Depuis de votre question qu'on compliqué. joue. Finalement, Ouais. ils avaient perdu le match sur tapis vert. Alors là, ça a fait un peu scandale à Toulon, mais on s'est dit bon, bah écoute, si c'est la règle, c'est la règle. Et sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est passé contre le Leinster, où finalement, c'est les Toulonnais qui ont eu des cas de Covid, qui ont eu un cas de Covid, Mm. donc plusieurs cas contacts forcément, parce que c'était un joueur de Toute première l'équipe au ligne. contact. Voilà. Donc, toute l'équipe, et notamment la première ligne, était qui à contact. Et du coup, là, ça a été le règlement inverse que le PCR a décidé. Ça a été une élimination du RCT sur tapis vert. Donc, sans batailler, finalement, le RCT, bah, ils ont disputé un match en Coupe d'Europe l'année dernière. Ils l'ont remporté contre Sale. Et ils ont pris 2 tapis verts. Et c'est vrai que bah, c'est mal passé du côté de Toulon. Et bah, quand tu as des joueurs qui viennent du monde entier, quand tu as des Eben Etzebeth, quand tu as des Duncan Payawa, tu as des mecs qui veulent jouer ces Coupes d'Europe, ces rendez-vous européens et qui veulent se jauger face aux meilleures équipes européennes. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ça a été un sacré coup dur pour les joueurs de Patrice Colasso. Alors, on rappelle que la règle concernant les cas de Covid l'an passé, notamment en Coupe d'Europe, plus qu'en top 14 d'ailleurs, la règle était très floue et deux fois ça a joué en défaveur du rugby club toulonnais. Et la saison l'an passé s'est achevée par un dernier match à Castres, qui était un peu une finale. Les deux équipes pouvaient espérer se qualifier avec d'autres résultats favorables. Et un résultat qui s'achève par une lourde défaite 46-24. Elle reste en travers des joueurs toulonnais, cette défaite, ça fait partie de leur côté revanchard aujourd'hui. Ben, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que Toulon arrive à Castres dans la peau du sixième qualifié. Les Mm. Toulonnais savent qu'en cas de victoire bonifiée, ils sont qualifiés. Qu'en cas de victoire, ils ont des chances de se qualifier. Ça dépend après du résultat du Stade français à Bayonne. Et c'est vrai que les Toulonnais, ils commencent ce match tambour battant avec un essai d'entrée de jeu, un deuxième essai d'entrée de jeu. Tout se passe super bien.
Et là, il y a une grosse blessure de Charles Olivon qui se fait une rupture des ligaments croisés. On le voit sortir. Il y a quelques minutes de flottement. Et finalement, après ça, les Toulonnais, ils n'ont jamais réussi à raccrocher le wagon. Les Castres sont accrochés comme on peut les connaître. Et finalement, c'est vrai que Toulon prend une lourde défaite en dernière journée, sort. En plus, Castres se qualifie même pas. Et malheureusement, cette huitième place, elle veut dire pas de qualification évidemment, mais aussi pas de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que du coup, c'est une double claque pour les Toulonnais qui, sur un match, finalement, ont perdu beaucoup. Mais si on demande aux Toulonnais, si on demande aux joueurs, ils se diront jamais que c'est sur cette 26e journée qu'ils ont perdu leur place dans les 6, mais c'est vraiment plus sur l'inconstance de la saison. C'est sur 2 défaites contre Bayonne, dont une à domicile qui a fait très très mal au moral. C'est une défaite à Brive alors ils ont joué à 14 contre 15 pendant 30 minutes suite à un carton rouge reçu par Duncan Payaoua. Et finalement, ils ont échoué à 2 points avec une pénalité de la gagne qui passe pas. C'est plus l'inconstance que le dernier rendez-vous à Castres où de toute façon, tu vas jouer Castres. Tu sais que c'est une équipe qui s'accrochera et qui va donner sa vie sur le terrain. Et là, c'était un peu pile ou face et la pièce, elle est tombée du mauvais côté pour Toulon. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont sortis des 6. Mais ça ne s'est pas joué sur ce dernier match, même si c'est vrai que c'est le symbole d'une inconstance et d'une équipe qui est capable du meilleur. Vraiment, sur les 20 premières minutes, c'est une équipe qui aurait pu rivaliser avec n'importe qui en top 14. Et sur le reste de la rencontre, ça c'est compliqué. Bon, maintenant, la page de la saison passée est tournée. Cette nouvelle saison est lancée. Et pourtant, c'est déjà la galère côté toulonnais avec un match amical annulé, plus de 30 absents. Et Florian Frésia nous explique comment le groupe vit ce premier match amical annulé. Non, ce qui change pour nous, c'est sûr que c'est un match qui permet de régler les détails et de peaufiner un peu les techniques et tout ça, mais c'est pas très important au final. Le plus important, c'est de près le 4 septembre pour la rentrée. Pour ce premier match, on aura un autre match contre Toulouse à Nîmes, donc on pourra se préparer sur ce week-end-là, quoi. Alors Pierrick, contrairement aux nouvelles habitudes qu'on a prises cette fois-ci, c'est pas des cas de Covid côté toulonnais, c'est plusieurs raisons qui font tous ces absents. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement pourquoi il y a autant d'absents à Toulon en ce début de saison? Alors, comme tu le disais, il y a eu un communiqué lundi pour annuler la rencontre contre Lyon avec près de 34 absences annoncées par le club de Toulon. C'est très compliqué. On est en début de saison, mais bon, il y a plusieurs choses à relativiser. Et je ne crois pas que ce soit inquiétant pour les prochaines semaines, parce que déjà, il y a 5 internationaux, 5 mecs qui sont allés enfin des internationaux, des joueurs qui sont partis en Australie. Donc, je pense à Etriard, je pense à Erito, je pense à Carbonel, je pense à Jean-Baptiste Gros ou encore à Gervais Cordin. Même si on a appris que Gervais Cordin allait finalement pouvoir démarrer la saison, on a appris ça hier. Voilà, donc il y a déjà 5 internationaux. Tu rajoutes une douzaine, une quinzaine de mecs qui sont au Super 7, donc tu montes déjà quasiment à 20 joueurs. Tu rajoutes quelques blessés parce que forcément, toutes les équipes ont des blessés en début de saison. Enfin, c'est les restes de la saison dernière. Malheureusement, à Toulon, c'est des joueurs importants. Je pense à Christopher Tolofua, à Charles Olivon, à Gabin Villiers, à Baptiste Serin, évidemment. Donc, il y a des joueurs importants. Et après, il y a des joueurs qui sont en reprise, comme Brian Elanouzé, par exemple. Donc, il n'est pas histoire d'aller péter ces mecs sur la première rencontre amicale. À Toulon, c'est une fournaise actuellement. Il fait 30 degrés, il fait un grand soleil. Donc, peut-être attaqué par 80 minutes comme ça à haute intensité, c'était peut-être pas la volonté du staff. Je crois que les deux staffs se sont mis d'accord, lyonnais et toulonnais. Et peut-être que si Toulon n'avait pas de quoi présenter une équipe, si ce n'est compétitive, juste complète en fait pour ce premier amical, c'était peut-être pas la peine. Tu sais, pour l'anecdote, j'étais à l'entraînement en début de semaine et Patrice Colazo a dû composer avec seulement 15 joueurs disponibles. Donc tu vois, tu peux pas. Enfin, c'est hors de question peut-être de prendre des risques à ce moment-là où tu t'exposes à péter un mec, à péter 2 mecs et après la situation là pour le coup elle devient dramatique. Alors que là, tu attends tranquillement quelques retours. Il te reste 2 semaines, tu as encore un match amical contre Toulouse la semaine prochaine. La situation n'est pas dramatique, juste ils ont préféré, voilà, c'est le principe de précaution, on prend aucun risque et on s'assure de toute façon, on a bien bossé depuis le début de la pré-saison, donc on s'assure de pas péter des mecs avant le début de saison. C'est ça, donc Toulon a joué la carte de la sagesse et devrait donc enregistrer beaucoup de retours pour la première journée du championnat qui sera contre Montpellier, une autre équipe revancharde aussi, bien équipée. Il n'est pas cadeau ce match d'ouverture à domicile pour les Toulonnais et même piège. Il n'est pas cadeau, d'autant plus que tu enlèves 4 joueurs internationaux. Ton 10 titulaire Louis Carbonel, tu enlèves ton 9 titulaire qui est blessé Baptiste Serin, t'as pas ton pilier gauche Jean-Baptiste Gros. Enfin, t'as plein de petits problèmes. Tout à l'heure dans la liste des absents, j'ai oublié de te parler excuse-moi du peu, mais actuellement il n'y a pas Nakarawa qui n'est pas encore rentré, il n'y a pas encore Eben Etzebet, il n'y a pas Duncan Payaoua qui est le joueur qui a joué le plus la saison dernière à Toulon. Donc voilà, dans la liste des absents, il y a ce truc-là. Et c'est vrai qu'après ce déplacement à Montpellier, c'est toujours pareil. Si à effectif complet, tu peux évidemment rivaliser avec Montpellier, voire même, je pense que tu dois gagner contre Montpellier. Surtout à À domicile, effectif oui. réduit, pardon? Surtout à domicile. Surtout à domicile, surtout pour une première journée de championnat, surtout en termes au terme d'une prépa qui a été où ils ont réussi à faire monter un peu tous les curseurs.
Mais là, c'est vrai que tu vas démarrer la saison avec des mecs en moins, donc c'est un rendez-vous qui est forcément compliqué. Mais il le sera pour toutes les équipes qui ont eu des internationaux, je pense. Je pense que Montpellier, sans Arthur Vincent, pareil, ça va être compliqué aussi. Donc c'est un rendez-vous qui est vachement incertain, je trouve. Ce qui est vachement incertain, mais c'est vrai que c'est un début de saison où il va falloir s'accrocher et tu n'as pas le droit de perdre en première journée. Tu dois envoyer des ondes positives à ton public qui va revenir au stade. Tu dois envoyer des ondes positives. Surtout que la deuxième journée se fera à Toulouse. On passe à la deuxième recrue, la deuxième thématique concernant les recrues, pardon. 13 recrues signées à Toulon. On va les citer rapidement. Tu vas me dire un petit mot sur chacun, on ne les connaît pas tous. Et ça commence avec Kieran Brooks. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur? Qu'est-ce que je peux en dire? C'est que c'est un pilier droit arrivé des Wasps. C'est un mec qui a une quinzaine, qui a 16 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Voilà, pareil, sa dernière sélection remonte à 2016-2017. Donc, c'est un joueur qui va arriver revanchard à Toulon. Il arrive à un poste de pilier droit où il y a déjà Beka Jegashvili et Emeric Setiano qui sont deux numéros 1, qui se partagent le poste, qui performent tous les week-ends. Donc voilà, il va essayer de venir chercher sa place. Il va apporter son expérience et ça peut être intéressant de voir ce qu'il peut apporter à Toulon. Le deuxième, on ne le présente plus, tu en as déjà parlé, tellement il est déjà important dans l'effectif toulonnais, mais c'est Léoné Nakarawa, qui a déjà été élu meilleur joueur européen, et qui après 2 ans un peu mitigé en Écosse, fait son retour en France. Ouais, Léoné Nakarawa, comme tu dis, on n'a plus à le présenter, meilleur joueur d'Europe en 2018, deuxième ligne, troisième ligne qui peut évoluer. C'est un magicien avec ses mains, il fait des offloads venus d'un autre monde, il peut te relever n'importe quel ballon. Maintenant, comme tu dis, il était un peu dans le creux de la vague depuis 2 ans en Écosse, c'était un peu plus compliqué depuis son départ du Racing. Et surtout, là, il vient de rater la visite médicale de l'Ulster, c'est ce qui a permis à Toulon de le recruter, parce qu'il s'était engagé avec l'Ulster à la base. Donc voilà, quel Nakarawa s'est engagé avec Toulon? Est-ce que c'est celui qui était élu meilleur joueur d'Europe ou est-ce que c'est celui qui était un peu dans le creux de la vague? On a eu des éléments de réponse lors des amicaux cet été, des test matchs entre les Fidji et la Nouvelle-Zélande, où il a plutôt été à son avantage malgré les 2 défaites. Voilà, c'est une promesse de faire signer Nakarawa, c'est une opportunité, Toulon a voulu la saisir et ça a beaucoup de sens de faire venir Nakarawa. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il faut espérer que ce soit le magicien qui débarque sur la rade. C'est sûr que c'est pas des opportunités qui se présentent tous les jours, des joueurs comme ça. Troisième recrue, peut-être moins connu aussi, c'est Quinn Roux. Alors, dis-nous tout. Alors pareil, moins connu, mais c'est quand même un joueur qui a une quinzaine de sélections avec l'équipe d'Irlande. C'est un joueur d'origine sud-africaine qui connaissait Ben Etzebeth chez les jeunes, voilà, qui a débarqué en Irlande, qui a joué au Connard pendant des années. 16 sélections, pour l'avoir vu à l'entraînement, c'est une bûche, hein, il ne paye pas de mine, il est moins massif qu'un Villemzé ou qu'un Romain Taoufénois, mais par contre, il est grand, il est élancé. Pareil, il va apporter, peut-être qu'en touche, il peut apporter des solutions. C'est un joueur qui devrait faire valoir son expérience de quand même 16 sélections, je le répète, avec l'Irlande, et surtout d'un savoir-faire. Il est costaud, il connaît Ben Etzebeth. C'est un joueur ça pourrait être une belle surprise pour tout. On enchaîne avec Cornel Duprez. Pareil, joueur qu'on connaît peut-être moins ici du côté de l'Hexagone, mais c'est un joueur qui a une dizaine de sélections avec l'équipe d'Écosse. 30 ans, revanchard, c'est un joueur qui a une carrière particulière, originaire d'Afrique du Sud également, qui est avec Emmanuel Etzebeth en moins de 20 sud-africains. C'est un joueur revanchard, il a eu une grosse fracture du larynx, il a une balafre de 5 cm, il a une voix qui est très grave à cause de ça, il a eu une grave fracture de la cheville qui a failli l'éloigner des terrains. C'est un joueur qui est revanchard, c'est un vrai guerrier, qui peut évoluer en 6, en 7 ou en 8, mais il aime bien la troisième ligne centre et ça peut être intéressant parce qu'on vient d'apprendre la blessure de Facundo Issa qui devrait être absent des terrains à peu près 2 mois. Je pense que Cornel Duprez, ça va être une belle surprise. Il est moins massif que certains joueurs, mais c'est vrai qu'il adore jouer. C'est un troisième ligne qui aime se replacer en second rideau. C'est un gros défenseur. Et ça pourrait être pareil, moins connu, mais ça pourrait être une très belle surprise à Toulon. Et il pourrait vite devenir important, surtout qu'on sait qu'en troisième ligne centre, on a Sergio Parissé qui va commencer à faire 36 ans, 37 ans cette année. Donc pareil, ça va être important d'avoir dans le turnover 2 joueurs d'expérience. Et Cornel Duprez est un joueur d'expérience qui a joué à Worcester, qui a joué en Afrique du Sud évidemment, qui a joué du côté de Worcester, oui, exactement. Donc voilà, c'est un joueur qui peut faire du bien à Toulon. On enchaîne avec un joueur plus connu en France puisqu'il arrive de La Rochelle, c'est Lopetit Timani. Lopetit Timani, je ne vais pas le présenter, un guerrier, pareil, des sélections avec l'Australie. C'est une constante, c'est marrant sur tous les joueurs dont tu évoques depuis le début. C'est que des joueurs ils sont tous internationaux, ils ont tous une quinzaine de sélections. Bon, Nakarawa mis à part, mais c'est tous des joueurs qui connaissent ce niveau-là, qui ont joué à un très très bon niveau, qui ont été des très grands joueurs et qui maintenant viennent un peu se relancer sur Toulon. Timani, ça faisait quelques mois qu'il était en difficulté du côté de La Rochelle, mais c'est un joueur qui va apporter en troisième ligne, qui peut également dépanner un peu plus haut dans la cage. Forcément qu'il va faire du bien, forcément qu'il aura envie de se relancer, il va retrouver un contexte peut-être avec… Voilà, il aura envie de tout donner pour le maillot de Toulon et je pense que ça peut être une très bonne surprise avec évidemment physiquement, enfin c'est une bûche et ça fait… 1m93 annoncé à 125 kg, ouais. Voilà, c'est un guerrier. À Toulon, on aime ça, on aime les mecs qui mettent les mains là où nous, on mettrait même pas on n'oserait même pas regarder, tu vois.
Et ben, je pense que Timani, ça peut être ce joueur. Très bien. On enchaîne avec les arrières et on passe à un autre joueur qui évolue en France, à Brive. C'est Julien Blanc, qui est une des révélations de la saison dernière. Bah, de la saison dernière et même de celle encore d'avant où il jouait tous les week-ends à Brive et c'était vraiment un dynamiteur. C'est un joueur qui peut, sur une initiative personnelle, traverser le terrain, on le sait très bien. Alors à Toulon, il va tomber sur une concurrence qui est pas grosse, qui est énorme avec Baptiste Serin, qui est indiscutable, qui était les capitaines de fin de saison, qui est bon tous les week-ends lorsqu'il joue à Toulon. C'est vraiment le maître à penser de cette équipe avec Louis Carbonel. Mais c'est vrai que Baptiste Serin, pour les sorties de camp, c'est lui qui les a pris à son compte. Il a pied gauche, il a pied droit, il a une passe qui est très bonne des deux côtés. Il a un sens du jeu. Donc voilà, ton titulaire indiscutable aujourd'hui, c'est Baptiste Serin. Mais Baptiste Serin est blessé jusqu'à début 2022, opération de l'épaule, avec laquelle il est en difficulté depuis plusieurs mois. Donc Julien Blanc va forcément avoir un rôle très important dans ce début de saison toulonnais. Il sera en concurrence avec Sonatane Takouloua et Jules Danglot dans une moindre mesure, parce que c'est un jeune joueur qui arrive de Montpellier. Mais voilà, Julien Blanc, il est une grosse carte à jouer en début de saison. Et il peut montrer, à lui de montrer que ça peut être plus qu'un dynamiteur en fin de match quand tout le monde sera dispo, mais que ça peut être un joueur qui peut s'imposer, qui sera capable de s'imposer sur la rade. Et on rappelle que Baptiste Serin compte également dans la rotation de Fabien Galtier et qui pourrait être aussi un international au printemps prochain et donc Bien aussi sûr, Baptiste Serin, rater d'autres matchs. si tout se passe bien, Baptiste Serin, bon alors là, l'Autumn Cup, ce sera pas bon cette année, mais pour l'année Oui, prochaine, pour le tournoi, c'est un joueur notamment, qui ouais. va être amené à être appelé. C'est la doublure d'Antoine Dupont en équipe de France, donc forcément que c'est un joueur qui pourrait être amené à partir avec l'équipe de France. Julien Blanc a quelque chose à jouer cette saison, évidemment. Et juste pour finir sur Julien Blanc, on l'a découvert en présentant l'émission, et il a des sélections avec France 7 aussi, donc voilà, un joueur plein de punch et qui aura, C'est un joueur qui a du gaz. qui aura du gaz à montrer du côté de la rade. Parmi les autres recrues, on a dit un tout petit mot également, déjà Jules Danglot, mais c'est un jeune joueur qui arrive en quatrième numéro 9 du côté de la rade, on ne devrait pas trop le voir cette saison quand même. Voilà, c'est un joueur qui a 20 ans, mais c'est un joueur qu'on a déjà vu en top 14 du côté de Montpellier. On voit que, pareil, c'est pas un gros format, c'est pas Takouloua qui fait plus de 90 kilos. Non, Jules Danglot, c'est une grignette, mais par contre, qui a un gaz, pareil, qui a un gaz terrible, qui a un sens du jeu déjà développé. Et il va venir s'aguerrir un peu sur la rade et peut-être jouer des coudes pour le coup, il a à ses côtés, il aura Baptiste Serin et ses sélections. Il aura Julien Blanc à son expérience et il aura Takouloua qui est capitaine des Tonga. Donc, il peut que apprendre à Toulon et peut-être même qu'il va pouvoir jouer et faire beaucoup de bien sur la rade. Et comme tu le disais, il entre dans le projet Le Maître, du coup, de recruter à long terme des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs français, Il est en plein là-dedans. Des joueurs à fort potentiel. Voilà, exactement. Dans ce même cadre-là, l'ouverture, on a un Smiley qui arrive, Mathieu Smiley de Mont-de-Marsan. Alors là, pour le coup, c'est moins un joueur qui débarque de nulle part, parce que Mathieu Smiley, c'est un minot de Toulon. C'est un minot qui a grandi à hier, il me semble, qui a fait toutes ses classes à l'école de rugby du RCT avec notamment Louis Carbonel. Ils sont de la même génération. Mais Mathieu Smiley, il est champion du monde du vin. Il avait du mal à s'imposer à Toulon à proprement parler. Donc, il est parti faire une saison du côté de Mont-de-Marsan en Pro D2. Il a joué, il était titulaire jusqu'à une blessure en milieu de saison. Donc là, il s'est un peu éloigné des terrains. Mais c'est vrai que le retour de Mathieu Smiley, c'est une bonne nouvelle pour Toulon parce que déjà, on parle de formation et c'est une bonne nouvelle de voir revenir un minot aussi talentueux. Et surtout, c'est un joueur qui peut dépanner en 10. C'est son poste de formation, on dira. Mais il peut aussi jouer en 12, en 13 et il devra apporter des solutions. Et comme on en a déjà parlé, j'imagine qu'on en reparlera, mais avec cette nouvelle règle du 50-22, avoir des joueurs du profil de Mathieu Smiley, d'Anthony Belot, de Louis Carbonel, c'est des bonnes nouvelles. Et avoir Mathieu Smiley qui peut dépanner en 10, en 12, éventuellement en 13, c'est une très bonne nouvelle. On enchaîne avec Petero Touaï, peut-être un profil moins connu aussi. Alors là, c'est un peu la surprise. Il a débarqué sur la rade en début de semaine. Un Fidjien de 25 ans que personne ne connaissait vraiment. On dit de lui qu'il était amateur jusqu'à présent. Je l'ai vu à l'entraînement pour la première fois. Il a l'air d'avoir du gaz. Il est petit, il est trapu, il est costaud. Il a l'air d'avoir du gaz. On m'a raconté pour l'anecdote que pour la préparation, quand il est arrivé pour les tests physiques, on lui a dit Petero, tu sais faire des tractions? Ouais, bah fais-en moi 10. Donc, bon, bah écoute, et bon, en fait, il les a enchaînés. On a dit, bon, c'est bon, en fait, tu sais très bien ce que c'est des tractions. Ça y est, il est déjà prêt. Le mec, il est costaud, c'est une bûche. Et il devrait jouer au centre. Voilà, c'est là où on l'attend. Mais c'est un joueur qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, mais on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. Alors, c'était moins une surprise puisqu'on le connaissait en France, mais comme Gabin Villière qui débarque de Fédéral il y a 2 ans, on se dit, bon, bah, est-ce qu'il va se faire au joutes du top 14? Je pense qu'on a eu des réponses assez rapides. Mais voilà, Petero Touaï, on va vite avoir des réponses, à mon avis. Voilà, à ne pas confondre, hein, c'est Petero Touaï, pas Jerry, la star du set au Fidji. Exactement. C'est pas les mêmes. On enchaîne avec Attila Septar qui arrive de Pau. Pareil, Attila Septar, c'était un grand espoir du rugby français qui a connu des sélections en moins de 20, qui est un joueur qui est longiligne, qui va vite, qui sait jouer à peu près tous les postes derrière. Il peut jouer au centre, même s'il est plus à l'aise à l'aile. On dit beaucoup de bien de lui depuis le début de saison, depuis qu'il est arrivé, depuis le début de la préparation. Donc,
Est-ce qu'il peut peut-être batailler pour aller chercher une place de titulaire à l'aile? Pourquoi pas? En tout cas, c'est un joueur qui devra avoir du temps Recruté de jeu pour la cette rotation, saison. en tout cas. On peut. Il va être dans la rotation. On l'a vu briller au Super 7 avec Toulon. C'est un joueur qui va jouer et c'est un joueur qui pourrait mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et dans la rotation au poste d'ailier ou de centre. Un autre Fidjien qui arrive à l'aile, c'est Giuta Vanicolo. Mais alors là, c'est la bombe olympique, la superstar en puissance de Toulon, mais peut-être même du top 14. Qui sait, voilà, c'est un champion olympique fidjien. On l'a tous découvert à Tokyo cet été, capable de traverser le terrain. Pas nécessairement costaud, pas impressionnant, mais qui a l'air d'être implacable, il a l'air d'être solide sur ses appuis. C'est un joueur qui est né en 99, qui est tout jeune. Ça peut être une super surprise à Toulon. On sait qu'il peut jouer à l'aile, mais Patrice Colazo a également révélé récemment qu'il pouvait jouer au poste de deuxième centre. S'il s'acclimate au top 14, et ben ça peut vraiment être un joueur très intéressant. En plus, il aura le confort d'avoir Nakarawa pas loin, d'avoir Touai pas loin. Ce ne sera pas le seul Fidjien qui va débarquer dans Pour l'effectif de Toulon. l'intégration, ouais. Voilà, ça peut être une bombe en puissance pour le RCT. Ensuite, à l'arrière, une recrue qui arrive du plus grand club du monde. Je suis un peu chauvin, mais Thomas Sall, en provenance du Stade Aurillacois. Alors Thomas Sall, moi, pour être tout à fait honnête, je regarde beaucoup le Pro D2 et c'est vrai que c'est un joueur qu'on voit toujours tout bien faire. Quand tu regardes Aurillac, c'est un joueur qu'on voit toujours performer. Alors, il ne va pas traverser le terrain. Il va pas faire un petit par-dessus, se mettre un essai en solitaire de 70 mètres. Mais par contre, il va tout bien faire. Il ne va pas se tromper en défense. Dans les ballons hauts, il va être solide. Ses passes, elles ne seront jamais manquées. Face au perche, c'est un joueur qui est ultra précis. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer en 15, mais également qui peut jouer en 10 au besoin ou à l'aile. C'est un joueur qui devrait apporter des solutions à Toulon, qui aura sa chance, parce qu'à Toulon, il y a, on va dire, qu'un vrai spécialiste du poste d'arrière, c'est Gervais Cordin. Ouais. Pareil, qui peut être amené à être appelé avec l'équipe de France. Donc, Thomas Sall aura sa chance cette saison. C'est un joueur complet. Il connaît Maxime Petitjean très bien, parce que les deux débarquent d'Aurillac. Ça pourrait vraiment être une très bonne surprise sur la rade. Ouais, on avait vu l'an passé du côté d'Aurillac, essentiel dans le maintien aurillacois. Et comme tu dis, c'est la question, on se posait, est-ce que ce joueur qu'on ne voit pas traverser le terrain aura le niveau pour le top 14? On le verra dans les semaines à venir. Et on finit donc avec un joueur dont on a beaucoup parlé l'an passé aussi. On en a aussi parlé hier dans le premier preview de Biarritz. C'est Emeric Luc, malheureusement, l'homme qui a manqué la pénalité face au poteau lors de la séance de tir au but interminable entre Biarritz et Bayonne. On l'avait rencontré en passé. Dans quel état tu le vois arriver, Emeric Luc? Est-ce qu'il a digéré tout ça? J'ai pas encore eu le privilège de le rencontrer moi personnellement. Je l'ai vu s'entraîner. Attention, c'est l'homme qui a manqué le drop de l'Access Match, mais c'est aussi l'homme qui a mis 10 essais avec Bayonne, alors que Bayonne est redescendu. Il n'y a pas que C'est ça. un mec, ouais. pareil, c'est comme je disais pour Jules Danglo, c'est pas un mec qui a un physique extraordinaire, c'est pas Daku Waka ou c'est pas Joshua Tuisova. Mais par contre, c'est un joueur qui est capable pour le coup, lui, de traverser le terrain. C'est un joueur super intelligent qui peut jouer à tous les postes derrière, qui peut jouer quasiment du 9 au 15 sans distinction de niveau. C'est un joueur qui est très important. On dit pareil beaucoup, beaucoup de bien de lui depuis qu'il est arrivé à Toulon. On dit que c'est vraiment lui la bonne surprise depuis le début de saison. Il fait partie des mecs qui ont été présents depuis le coup d'envoi de la pré-saison. Et je pense que c'est un mec qui va, un moment ou un autre, avoir sa chance en tant que titulaire à l'aile. Et attention après pour aller le chercher parce qu'on a vu ce qu'il savait faire à Bayonne. On sait que c'est un joueur qui s'est relevé de ce qu'il a fait déjà sur l'Access Match. C'était dur, mais c'était quand même la fin d'une saison où il avait été extraordinaire. Et je pense que c'est un joueur qui va à un moment ou un autre avoir sa chance et qui va à un moment ou un autre performer avec Toulon. Allez, on revient avec Florian Frésia, notre invité. On lui a demandé ce qu'il pensait de ce recrutement et voici son avis. Ouais, on a recruté pas mal de joueurs, surtout devant, avec une culture du combat. Donc c'est sûr que ça va nous apporter pas mal d'agressivité encore sur le pack de devant. Je peux parler des avants parce que c'est ma partie. Après, je pourrais pas dire que derrière, ils courent vite ou ils sont bons. Ou je pourrais pas me permettre. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des nouvelles têtes et ça va apporter aussi quelque chose dans notre jeu de plus. Alors, comme le dit Florian Frésia, du combat devant, derrière c'est jeune, c'est en plein dans le projet Le Maître, comme on a commencé à le dire. Comment tu sens ce projet Le Maître? Est-ce que, on l'a dit, ça fait 3 ans que Toulon ne joue pas de phase finale. Est-ce que tu sens que ce projet prend corps quand même? Ce projet à long terme, comme il avait annoncé à son arrivée? Alors, laisse-moi dire, ça fait 2 années plus une, parce qu'il y a encore cette année Covid où Toulon, je pense, serait allé chercher les phases finales. Donc, on va dire que ça fait 2 années et demie que Toulon n'a pas eu de phase finale. Le recrutement, en fait, il est vraiment à l'image de ce duo Bernard Lemaitre, Patrice Colazo, et de ce qu'ils veulent mettre en place. Patrice Colazo a annoncé dès la fin de saison, il a pris sa responsabilité. Il a dit, moi, je suis d'accord, je veux bien changer, je veux bien évoluer dans ce que je veux. Par contre, j'aimerais qu'on arrive notamment, il y a certaines périodes de la saison qui ont été compliquées, qui ont été mal gérées par Toulon. C'était les périodes des doublons, où tu perdais coup sur coup Olivon, Serein, Gros, Carbonel, et tu te retrouvais complètement démuni. Avec pas de demi d'ouverture par exemple. Et donc cette année, ils ont dit, voilà, on veut des joueurs qui sont dédiés au projet club, on veut des joueurs qui soient capables
d'être là toute la saison, qu'il soit capable de jouer 26 matchs plus les passes finales, ce qui permettra un peu de décharger la pression sur les internationaux qui n'auront pas le truc de je pars et j'abandonne un peu le club. Comme ça libère les internationaux. Et en plus, quand ces derniers reviennent, ça apporte une plus-value immense. Et c'est vraiment le recrutement dans lequel on est. On parlait de Timani, c'est un joueur qui devrait plus être appelé avec l'Australie. On parle de Cornel Duprez. Il m'a confié cette semaine que lui, l'Écosse, si jamais on l'appelle et on en discutera, mais qu'aujourd'hui, il était vraiment 100% focalisé sur le club. Il avait que ça en tête et pour lui, la sélection, c'était presque derrière lui. On parle de Quinn Roux, pareil, avec l'Afrique du Sud qui part d'un peu loin. Donc, on est vraiment avec l'Irlande, pardon. Donc, on est vraiment sur des joueurs qui devraient passer la saison entière à Toulon, qui vont s'investir. Julien Blanc, qui n'a pas encore sélection avec le 15 de France. On est vraiment sur des profils de joueurs qui vont rester ici toute la saison, qui vont s'investir dans le projet. Et je pense que ce recrutement, il est intelligent. Alors, tu n'as pas une superstar, exception faite de Nakarawa qui est arrivé dans un second temps. Mais tu n'as pas une superstar qui a signé cette année, comme ça pouvait être le cas les années où tu faisais signer Rowan Smith, où tu faisais signer Nonu, où tu faisais signer Wilkinson, où tu faisais signer Ndrigan encore plus tôt. On est un peu loin de cette époque de la superstar. Elle est révolue, c'est assumé du côté de Toulon. Et on espère d'avoir un effectif plus dense finalement, avec moins de stars, mais un effectif qui est bien plus dense. Ça va permettre à Toulon de mieux franchir ces caps des doublons, de destination, de l'Autumn Cup. Et je pense que c'est un recrutement qui est vraiment à l'image de ce que veulent mettre en place Toulon. Est-ce que ça réussira à cette équipe du RCT? On verra, mais en tout cas, ils iront au bout avec leurs idées et on aura des réponses rapidement. Et Florent Fraisia s'est également exprimé sur ces jeunes, lui qui fait partie des plus anciens du côté de Toulon maintenant, et il compte beaucoup sur eux. Ouais, c'est vrai que le club a choisi déjà depuis 2-3 ans, avec l'arrivée de Bernard, de constituer une nouvelle stratégie avec tous ces jeunes, tous ces joueurs club. On n'est plus dans le star system qu'il y avait avant. C'était formidable, c'est sûr. Faut pas cracher sur ça. Il y avait des victoires, c'était énorme. Mais voilà, le club a décidé de choisir quelque chose de nouveau avec surtout des jeunes du club. Il y en a énormément. On peut les voir maintenant en équipe de France. C'est énorme pour la ville déjà, même s'il n'y a pas de résultat dans notre club, de voir tous ces jeunes c'est les jeunes de 20 ans qui sont en équipe de France et qui font des tournées. Donc c'est beau pour eux maintenant. Voilà. Ça va être à eux aussi de porter le club quand ils seront là et d'aller chercher des titres. Ça, c'est vraiment important. Côté des départs, on retiendra en particulier le départ des frères Taofi Fenoua, de Manonu, de Rudy Wolf, Toeava, Ikpefan, Dakuaka et Ramiro Moyano. Selon toi, qui est-ce qui va le plus manquer au RCT? Alors, t'en parlais d'entrée, mais il y a les frères Taofi Fenoua qui étaient avec Sébastien, qui jouait à gauche, à droite, qui en fait jouait tous les week-ends, n'était pas nécessairement titulaire, mais était très important dans la rotation. Il y a le départ également de Romain Taofi Fenoua, qu'on ne présente plus, mais qui surtout est dans une très grande forme ces derniers mois et qui certainement aurait apporté beaucoup à la deuxième ligne toulonnaise. Mais bon, maintenant, il a été remplacé par d'autres joueurs. On verra ce que ça donne. Et après, il y a également, alors ça, c'est très personnel, mais je pense que Dakuaka est un joueur qui n'a pas montré tout son potentiel à Toulon. Troisième ligne, centre, ailier, c'est un animal. Enfin, il était capable de démolir 2 défenseurs d'un coup. Voilà, c'est un joueur qui aurait peut-être mérité de rester un peu plus à Toulon, mais le fait est que Montpellier a décidé de l'appeler, a certainement fait une proposition qui ne se refuse pas. Et du coup, on ne verra pas Massivesi Dakuaka la saison prochaine. Mais voilà, je pense que c'est les 3 recrues principales. Et après, tu as Nonou qui était une légende, mais qui était un peu en perte de vitesse, qui jouait, mais qui était un peu en perte de vitesse forcément. Tu avais Toeava qui pouvait jouer à tous les postes derrière, mais qui a été un peu pété au genou toute la saison. Ouais. Donc voilà, je pense que les 3 grosses pertes, on va dire les 2 frères Tao et évidemment Dakuaka. Et très bien, et on passe à la troisième thématique, ces recrues renforcent un effectif côté toulonnais. Un secteur est particulièrement sexy, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est cette deuxième ligne. On veut l'association Etsebet Nakarawa, même s'ils sont un peu dans le même profil, ils sont complètement différents dans leur manière de jouer. Alors, je vais faire un peu le puriste et je vais me la péter un peu, mais c'est vrai qu'on attend Etsebet Nakarawa. Je pense que si tout le monde est dispo et que la troisième ligne est au complet, on peut même s'attendre à Etsebet Rebadge ou Rebadge Nakarawa, qui est aujourd'hui vraiment un titulaire indiscutable à Toulon, même si on sait qu'il est plus utilisé en troisième ligne. Il y a des solutions en deuxième ligne. Évidemment, Etsebet semble indéboulonnable à partir du moment où il est disponible, où il est en forme. Il a eu pas mal de pépins la saison passée, mais bon, voilà, c'est un joueur qui est indiscutable sur la rade. Et après, tu as des solutions. Tu as Alan Ouezé qui n'a jamais déçu à Toulon. Voilà, c'est une bûche, c'est un peu un profil de deuxième ligne super solide. On a Nakarawa, s'il retrouve son rugby, évidemment que c'est un joueur qui va enchaîner à Toulon. On a des joueurs, on a d'autres profils, on a des joueurs plus jeunes. On a Adrien Warion qui est un grand espoir du poste. On a Mathias Alagaou qui est un grand espoir du poste. On a Quinn Roux. Il y a des solutions en deuxième ligne. Il y en a abondance de biens, ne nuit pas, paraît-il. Mais c'est vrai qu'à Toulon, si en deuxième ligne cette saison, tu ne devrais pas être démuni. Tu as de tous les profils. Tu as des coureurs, tu as des mecs qui sont capables d'aller au combat. Tu as des mecs qui sont à l'aise dans les airs. Tu as vraiment de toutes les solutions qui devraient se proposer à toi en deuxième ligne.
C'est ça, cette saison, l'effectif toulonnais semble complet. Un autre poste qui est quand même très très riche, on en a déjà parlé également, mais c'est l'ouverture, avec une grosse concurrence, à moins que, et t'en as parlé avec Maxime Petitjean dans le journal, à moins que des joueurs soient déplacés en 12, avec l'utilisation de plus en plus de jeux au pied, maintenant qu'avec cette nouvelle règle du 50-22 notamment. Qu'en pensez Maxime Petitjean? Qu'est-ce que vous avez dit ensemble? Non, mais déjà, je vais être tout à fait honnête avec toi. L'année dernière, Toulon était complètement démuni au poste d'ouvreur. Mhm. Tu pètes Anthony Bello sur la première journée. Tu décides de partir avec Louis Carbonel, avec des joueurs polyvalents. Finalement, Louis Carbonel est appelé en équipe de France. Ton 10 remplaçant potentiellement, c'est Baptiste Serin, appelé en équipe de France, évidemment. Tu te Oui. retrouves avec Duncan Payaoua. Duncan Payaoua, qui est un joueur qui peut très bien jouer, l'Australien, qui est capable de vraiment dépanner à l'ouverture. Il fait un gros plaquage un peu trop agressif. Il contrôle pas ses nerfs contre Brive, carton rouge, 3 matchs de suspension. Tu te retrouves C'est avec compliqué. comme seule et unique solution Toeava qui est à l'infirmerie parce qu'il a mal au genou. Et finalement, tu y as une rencontre que tu démarres peut-être contre Bayonne, faudrait vérifier, mais contre Bayonne, il me semble, ou contre La Rochelle, où tu démarres avec Mahanonou en 10. Ça doit être la première fois de sa vie professionnelle qu'il démarrait. Ça se passe pas très bien. Le match d'après, tu démarres avec Takulo en 10. Pareil, c'est un neuf de métier, c'est un pur neuf. Enfin, tu as été vraiment Ouais. démuni la saison passée à partir du moment où Louis Carbonel était absent et il était absent pour l'équipe de France. Donc voilà, autant Louis Carbonel était ultra performant à Toulon quand il était dispo, autant quand il était absent, tu étais vraiment démuni. Alors cette saison, tu récupères d'un côté Anthony Belot, c'est une très bonne nouvelle, c'est un joueur à un profil très différent, peut-être un peu moins attaquant, plus métronome, mais qui est capable de tout faire également à l'ouverture, très bon au pied face au perche. Tu récupères Mathieu Smiley qui peut jouer en 10, en 12, très très bonne nouvelle. Tu as toujours Duncan Payawa qui peut dépanner. Tu as Thomas Sall qui peut éventuellement monter d'un cran s'il le faut. Donc tu vas vraiment avoir beaucoup de solutions, mais c'est vrai que en théorie, tu es de titulaire. On va dire que c'est vraiment Louis Carbonel et Anthony Belot avec des profils très différents. Et comme tu le dis, avec la nouvelle règle du 50-22 où le jeu au pied va être primordial, va être déterminant, avoir la possibilité éventuellement de mettre une paire de 10-12 Carbonel avec Anthony Belot ou Carbonel Duncan Payoua ou Belot Duncan Payoua, forcément que ça va apporter des solutions. C'est ce que disait Maxime Petitjean. Le jeu va pas être ultra modifié. La stratégie du jeu au pied va pas être diamétralement opposée, mais simplement il va falloir s'adapter. Il va y avoir plus Ça d'espace sortira un joueur de ligne de rideau, quoi. voilà, il y a forcément un joueur qui va glisser, qui va redescendre. Donc, tu auras des solutions dans le rideau. Donc, peut-être que finalement, c'est pour les attaquants en première main, ce sont les attaquants en première main, pardon, qui vont se régaler. Il va y avoir des choses qui vont être modifiées et avoir la possibilité d'alterner à l'ouverture avec des joueurs, des profils si différents, mais aussi talentueux les uns que les autres. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour le RCT. Ce sera ouais, une vraie richesse côté RCT. Pour que nos auditeurs le voient un peu mieux, visualisent, je vais énoncer le 15 de départ que tu as dessiné dans le middle la semaine dernière. Alors du 1 au 15, ça donnerait du coup une première ligne Gros, Tolofua et Gigashvili. Une deuxième ligne, on a parlé Etsebet et Ayainouese ou Nakarawa en 5. Une troisième ligne Rebadge, Parise Wissa et Olivon en 7. Une charnière Serin Carbonel, Ozel, Villiers et Vaniculo ou Luc. Ouais, ils sont selon l'adaptation de la star fidjienne. Au centre, Payawa et Erito. Et à l'arrière, Gervais Cordin. Alors, côté des points faibles, c'est difficile d'en sortir côté toulonnais parce que, comme on le dit depuis tout à l'heure, l'effectif sera très très dense à tous les postes. Néanmoins, quand on regarde par rapport aux autres équipes du championnat, et on l'a vu par exemple hier avec Biarritz notamment, il y a comparaison fait tâche un peu par rapport au promu, au centre, où c'est des bons joueurs, pas des superstars, qui occupent le poste de centre. Je vais me permettre d'être en désaccord avec toi. Déjà, je voudrais Ouais. préciser que cette équipe type, ce ne sera pas celle qu'on verra en début de saison. Il y a beaucoup de blessés. Tolofua jusqu'à début 2022, Etsebet qui est toujours pas là, Nakarawa qui est toujours pas arrivé, Alan Noisé qui est en reprise, Olivon qui est absent jusqu'à 2022, Rebach qui est en reprise après. Ouais, on verra pas tout de suite cette équipe. Isa qui vient de se blesser, qui devrait manquer 2 mois, Serin qui devrait être absent jusqu'en 2022. Voilà, tu as pas mal de mecs qui sont absents. Ouais, Nicolas, on ne sait pas exactement quand ce qui arrivera. Villiers qui est blessé encore de 3 mois. Donc, c'est vraiment une équipe type. Mais le problème de l'équipe type, c'est que tu n'auras pas tous les mecs dispo tous les week-ends. C'est sûr. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, la paire de centres, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'à partir du moment où tu peux mettre un mec comme Belot, par exemple, au premier centre, c'est une super solution en top 14. Quand tu mets Payaoua, c'est un mec qui peut jouer à tous les postes, mais qui est vraiment super à l'aise en premier et deuxième centre. Il a appris avec Manonou l'année dernière. Il a tellement performé qu'il était appelé avec les Wallabies cet été, alors qu'il y avait une règle qui empêchait les joueurs qui ne jouaient pas en Australie de jouer. Ils ont fait une exception pour ce joueur-là. Tu as Erito qui est revenu de 2 blessures aux 2 épaules l'année dernière et qui est revenu, qui a fait une fin de saison canon et qui a été appelé avec l'équipe de France et qui a connu sa première sélection. Des solutions, tu en auras. Il y a peut-être Wayne Nicolo qui peut jouer au centre. Des solutions, tu en auras. Et franchement, je pense que évidemment, tu as également Théo Dachary. Attention, Théo Dachary qui n'a pas joué énormément la semaine dernière, mais dès qu'il a joué, il a été décisif, il a marqué des essais. Alors oui, tu n'as pas une superstar, tu n'as pas Kuridrani au centre. Mais par contre, tu n'as que des joueurs qui sont capables de dépanner, qui sont capables de faire du boulot, qui sont capables de jouer sans se blesser tous les week-ends.
Et si ces 4-5 mecs arrivent à trouver leur équilibre, je pense que Toulon va avoir des solutions. Tu as des profils différents en 12 en 13. Tu as des mecs qui peuvent jouer aux deux postes, pas de la même façon. Tu as des joueurs qui ont des bons pieds, que ce soit Belot ou Payaoua. Alors oui, forcément que c'est moins clinquant qu'une deuxième ligne de Tsebet Nakarawa, mais je pense que franchement, sincèrement, Je suis pas sûr aussi, oui. ça peut vraiment être bon cette saison au centre à Toulon. Voilà, seulement 3 centres enregistrés officiellement, mais comme tu le dis, si les 10 Ouais. viennent dépanner également et viennent jouer en 12, eh ben forcément il y aura de quoi faire côté toulonnais. Est-ce que tu Je me vois. permets de te Vas-y, couper, vas-y, vas-y. pardon, mais il y a également Petero Touaï qu'on ne connaît pas. Et voilà, Toulon Peu continue de d'épanouissement. chercher En des poste. joueurs, notamment au poste de centre, enfin, des joueurs polyvalents derrière. Donc, on n'est pas à l'abri encore d'une signature d'ici le début de saison. Pardon. Juste pour continuer sur les joueurs qu'on n'a pas cités dans ce 15 de départ, est-ce que tu vois un jeune éclore cette saison qu'on connaît moins? Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur un de ces jeunes? Alors, des jeunes talentueux, il y en a beaucoup à Toulon. Il y a des joueurs comme Brady, comme Moretti. Il y a des jeunes joueurs qui pourraient avoir leur mot à dire, Adrien Warion. Mais c'est vrai que si je devais insister sur un joueur en particulier, pardon, ce serait Mathias Alagaou, qu'on a vu l'année dernière, qui est un jeune deuxième ligne, qui a un profil de deuxième ligne coureur, costaud, qui est un mec qui est passionné de ballon, qui est international U20, et en fait, c'est un joueur qu'on a vu à 5 reprises l'année dernière à Toulon. Mais pour te dire à quel point c'est un joueur qui a du talent, sur 5 apparitions, il a été 3 fois titulaire. Finalement, la fin de saison, il a dû sortir parce qu'il s'est fait opérer de l'épaule, il avait une fragilité. Mais c'est vraiment un joueur dont on dit le plus grand bien sur la rade. Et je pense sincèrement que malgré l'abondance de biens qu'il y a au poste de deuxième ligne, eh ben, on va le voir régulièrement. Et c'est un joueur qui, à terme, va rapidement devenir très, très important dans l'effectif toulonnais. Allez, c'est noté. Et on conclut cette émission avec les objectifs, l'objectif côté toulonnais. Et voici ce que Florent Frézia nous dit. Voici ce que les Toulonnais se sont dit entre eux. Toulon doit être dans les. On doit même pas essayer d'arriver dans les 6 et commencer à compter. Toulon doit être dans les 6 sans hésiter, dans les 4. Jouer les hauts du tableau, faire des phases finales. Ça, c'est Toulon, quoi. Alors Pierrick, Toulon dans le top 4, tu y crois? Ça nous paraît ambitieux quand même, c'est le moins qu'on puisse dire quoi, du côté de Florent Frézia. Ça dépend quand on reprend le 15 type que tu as cité tout à l'heure. C'est une équipe Mm. qui peut évidemment accrocher le top 4. C'est une équipe qui doit avoir l'ambition d'accrocher le top 4 parce que ici, c'est Toulon et que Toulon, bah, il y a moins de 10 ans, tu raflais tout. Donc, tu dois à minima t'imposer dans les 6, peut-être aller chercher les 4, pourquoi pas, même si, bon, finalement, une fois que tu as ta place dans les 6, c'est déjà quelque chose de bien en soi, pardon. Mais non, oui, Toulon peut aller chercher les 6. Évidemment, cette saison, Toulon a le potentiel pour aller chercher les 6. S'ils arrivent à être plus constants, s'ils arrivent à pas perdre 2 fois contre Bayonne, à pas laisser des points par-ci, par-là, à Brive, c'est une équipe qui a évidemment le potentiel pour aller chercher les 6. Attention, il va falloir qu'il y ait des retours, notamment chez les blessés, que les internationaux, quand les internationaux partent, ils arrivent à être compensés par les joueurs qui sont présents. Ça fait beaucoup de si, mais je pense que si toutes les choses se mettent en place, si les étoiles s'alignent enfin pour Toulon, parce que c'était compliqué ces dernières années, je pense sincèrement que cette équipe peut aller chercher sa place dans les 6. Mais vraiment, hein, c'est une équipe qui a pris le bonus face à Toulouse à Mayol l'année dernière, qui a battu 2 fois le Racing, notamment une fois à la U Arena. C'est une équipe qui perd à Clermont en 23, 24e journée, mais qui a réussi à accrocher. Et finalement, ben voilà, c'est la pièce qui tombe du mauvais côté. Donc, c'est une équipe qui a vraiment le potentiel pour aller chercher ce top 6. Le top 4, bon, ça devient quasiment anecdotique à côté, mais voilà, c'est une équipe qui doit retrouver les phases finales. Et je pense que cette saison, ça pourrait être la bonne. Ouais, le problème surtout, c'est ce qu'on a dit dans le top 14 maintenant, c'est qu'il y a 10 grosses équipes et voilà, ils sont 10 à avoir le potentiel d'aller dans les 6. Et c'est en ça qu'on voit les ambitions de Florent Frézia un peu ambitieuses, mais bon, si les Toulonnais, comme tu dis, si la machine prend et que la rotation se fait bien, les Toulonnais auront une vraie carte à jouer cette saison. Côté Europe, une ambition particulière côté Toulonnais ou la Challenge Cup, on Alors, la joue ou on la joue forcément, pas? si à Toulon, on joue, à Toulon, on a la Coupe d'Europe, on a une culture Coupe d'Europe depuis des années. On a perdu 2 ou 3 fois la finale du Challenge Cup, c'est dans la dernière décennie, et pas plus tard qu'en septembre dernier, en octobre dernier contre Bristol. On a la culture Coupe d'Europe, on joue pas, on prend pas part à une compétition pour ne pas la gagner. En plus, c'est une Coupe d'Europe qui prend moins de temps et d'énergie que par le passé, puisque tu as moins de matchs de poule. Donc Toulon va jouer à fond. Toulon va aller chercher, c'est le seul trophée qui manque. Ils ont le Pro D2, ils ont le Top 14. Ils ont gagné la Champions Cup, je te refais pas l'histoire, mais 3 fois Ouais. consécutives, 2013, 2014, 2015. Toulon va jouer à la Challenge Cup à fond. Toulon veut gagner cette saison un trophée. Si c'est le top 14, c'est magnifique. Si c'est la Challenge Cup, c'est déjà super. Ce groupe a besoin de se construire. C'est un groupe jeune qui a besoin d'un vécu commun, qui a besoin d'aller chercher quelque chose. L'année dernière, c'était une grosse désillusion la Challenge Cup, même s'ils sont tombés contre une équipe de Bristol qui, voilà, ils n'ont pas perdu par hasard cette rencontre. C'était vraiment une magnifique équipe de Bristol. Mais Toulon va jouer à fond la Challenge Cup. C'est une Challenge Cup où il y a les Saracens également. Donc, Oui, ça, oui, oui. tu peux avoir des affiches, tu peux avoir une finale Toulon-Saracens.
On t'aurait dit ça il y a 10 ans, on t'aurait dit bah oui, c'est les deux plus grosses équipes d'Europe, donc forcément. Mais non, aujourd'hui, on a un Challenge Une Cup et finale ça peut être européenne il n'y a magnifique. pas si longtemps. Voilà, c'est ça, mais exactement. Et ça peut être un vrai super challenge pour le RCT. Bon, merci beaucoup Pierrick, merci pour ton expertise durant cette émission. Bonne semaine de rugby à tous. Comme on le disait, on passera demain au 3e épisode où on parlera de l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, une équipe qui sort sur 2 années un peu plus convaincantes que le Rugby Club Toulonnais. Merci Pierrick, bonne semaine à tous. Au Salut revoir. Baptiste, merci beaucoup, bonne journée à tous.